Voilà, bonjour à tous et d'abord donc merci aux organisateurs pour l'initiative de ce colloque et puis aussi merci à distance à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris qui m'a permis de venir jusqu'ici. Alors pendant les quelques mois d'existence du Blackgate Theatre de New York, qui est une salle qui a été ouverte dans le Lower East Side en mars 1967, la performance multimédia Proliferation of the Sun d'Autopine fut donnée une vingtaine de fois. D'une durée variable, elle consistait en un flux d'images colorées, des diapositives peintes et projetées sur les parois d'une pièce entièrement blanche à l'aide de carousels Kodak actionnés par Autopine et ses assistants, performance dont la force hypnotique était accentuée par une scansion vocale. La voix enregistrée répétait à un rythme irrégulier « The sun, the sun, the sun ». Les quelques photographies ici que vous voyez de Peter Moore qui documentent la performance montrent un espace confiné sur les murs desquels étaient imparfaitement projetées les diapositives d'Autopine. Posée au sol, la sculpture Electric Rose que vous voyez donc sur la deuxième image, sorte de buisson artificiel formé de bulbes lumineux fixés à un châssis globulaire en aluminium chromé, complétait l'ambiance lumineuse. Tels des gardiens de ce voyage sensoriel, les appariteurs, donc vous en apercevez deux, les appariteurs qui étaient des proches de l'artiste, parmi lesquels son ancienne compagne Nan Pin Rosenthal, mais aussi Peter Campus, Hans Hake, Paolo Icario. Ces appariteurs étaient postés à côté de chacun des 5 carousels et procédaient au remplacement des paniers de diapositives. Allongés au sol, les spectateurs contemplaient ces images intensément colorées, dont donc ici, vous voyez Autopine, dont la beauté abstraite n'était pas sans évoquer des corps astéroïdes ou bien des gamètes. Je vous montre ici donc les diapositives. La performance invitait le spectateur à une expérience immersive et apaisante dans la continuité de ces premiers ballets de lumière. Donc techniquement caractérisé par un dispositif de projection lumineuse multiple, poétiquement par une méditation à résonance orphique et cosmique, Proliferation of the Sun inscrivait dans le registre de l'expérience une césure qualitative avec l'environnement quotidien sursaturé. Proliferation of the Sun s'inscrit dans ce moment des années 1960-1970 qui, sous le terme d'expanded cinema, a assisté au déploiement exponentiel de l'image projetée dans l'espace d'exposition au moyen du film, de diapositives et même de vidéos. Ces pratiques expérimentales avaient en commun de renverser le regard, c'est-à-dire de l'affranchir du point de vue optique, frontal, centré sur l'œuvre, et ce au profit d'environnements perceptuels qui s'adressaient à une conscience ancrée dans les sens et qui promouvaient des expériences psychonautes en tout genre. L'approche historiographique de ce phénomène couvre un large empan, depuis les analyses filmiques structurales à celles qui considèrent l'élargissement du cinéma à l'aune de la migration massive des images en mouvement, donc le fameux transfert des salles de projection des black box vers les espaces d'exposition, les white cubes, jusqu'aux lectures qui, plus récemment encore, examinent ces pratiques dans le champ élargi de la culture visuelle et en investiguent l'imaginaire technognostique, qui est donc un néologisme qui a un certain succès, qui est dû à Eric Davis. Donc à partir de Proliferation of the Sun d'Autopine, j'aborderai pour ma part la projection comme un dispositif au service d'un art générique de la lumière mouvante, soucieux de ses effets supposés ou avérés sur le spectateur. Pourquoi la lumière ? À cette question, Autopine apporte la réponse suivante, je le cite. Lorsque l'art communique, il ne transmet pas des idées ou des informations, mais il est porteur d'énergie. Ce qui demeure un mystère, c'est la façon dont cette énergie, visuellement transmise, se transforme en une énergie émotionnelle pour le spectateur. La citation est de 1965. Il apparaît donc que la manipulation de la lumière, attendez, là c'est donc une œuvre antérieure, je vais revenir en arrière-plan. Il apparaît donc que la manipulation de la lumière est fondée sur la reconnaissance de son efficacité, puisqu'elle communique une énergie immédiate, physique et émotionnelle. En tant que pourvoyeuse d'énergie, la lumière est à elle-même sa signification ultime. Elle s'affranchit de la médiation de la parole et des processus d'interprétation. Semblable approche de la création artistique parcourt
toute la création d'Autopine depuis ses débuts comme peintre encore marqué par l'art informel à Düsseldorf en 1958, date à laquelle il fonde la revue Zéro avec son ami Heinz Mack, jusqu'à The Proliferation of the Sun à partir de 1967, qui relève donc de cette catégorie de l'expanded cinéma, en passant donc par ces ballets de lumière à partir de 1959. Cet art de la lumière s'apparente à une forme de luminothérapie, tant le double aspect de stimulant énergétique et de calmant est présent dans les écrits de l'artiste. Je le cite, « Le vrai soleil brûle. Un équivalent artistique du soleil peut calmer et guérir. Le calme et la quiétude définissent l'atmosphère du light ballet. » La quiétude de The Proliferation of the Sun, la fascination hypnotique que les projections lumineuses exercent sur le spectateur, trouve alors une justification évidente dans l'environnement hyper-esthésique de la mégalopole new-yorkaise. Je cite Autopine en 1965, un sentiment de tranquillité, une suspension de l'équilibre habituel et un sentiment accru de l'espace m'ont été rapportés par des spectateurs qui s'étaient trouvés au centre de l'événement. Le fait que leur anxiété au quotidien diminue est un effet sensoriel qui m'a enthousiasmé. Je relève toutefois avec Jack Burnham, qui est donc l'un des premiers historiens de l'art cinétique, je cite, qu'il y a peut-être une forme d'ironie dans le fait que pour calmer le système nerveux humain, si atomisé et si mis à vif par les appareils électroniques et mécaniques, l'artiste doit s'en remettre à toujours plus d'électronique. Donc cet apaisement qu'Autopine recherche pour ses performances lumineuses à partir de son arrivée aux États-Unis contraste par ailleurs avec l'intensification sensorielle que poursuit son ami, le poète, artiste et activiste Aldo Tambellini, cofondateur à ses côtés du Black Gay Theatre. Leur rencontre avait lieu en 1964 dans la galerie Howard Wise à la faveur de l'exposition Zéro, Mack Pine Hooker, donc en 1964. Proliferation of the Sun d'Autopine s'inscrivait dans un programme en 2 parties, dont le second volet était la performance Blackout de Tambellini. Blackout reposait également sur un dispositif de projection multiple. Projection de courts films expérimentaux réalisés sans caméra, qui sont des successions syncopées de flashs lumineux. Et ce que vous voyez ici, ce sont ces lumagrammes, du nom donné à ces diapositives peintes en noir et blanc. L'iconographie abstraite de ces... l'iconographie abstraite de ces lumagrammes, ces motifs de spirale, évoque aussi donc des tissus cellulaires, placentaires, mais également des corps célestes. Véritable théâtre des sens, pour reprendre l'expression d'un critique du Village Voice, Blackout de Tambellini s'imposait par ces moments d'intensité que signale précisément son titre Blackout. Panne d'électricité, obscurcissement théâtral de la scène, le blackout est aussi et surtout cet évanouissement consécutif à un choc mental, à un afflux excessif de stimuli. Les 2 propositions, celle de Pine et celle de Tambellini, jouent donc de leur complémentarité dans l'ordre de l'expérience, puisque la dureté de Blackout succède à la pacification sensorielle de Proliferation of the Sun, mais aussi d'un point de vue symbolique, puisque l'homologie poétique entre espace matriciel, utérin, cosmique ou solaire de Pine s'oppose donc, donc il y a une homologie poétique entre l'espace matriciel utérin et l'espace cosmique ou solaire, une tension entre l'obscurité des origines chez Tambellini et la lumière de la vie chez Pine, qui ouvre sur une conception mythique du monde que l'on peut placer sous le signe des maternités cosmiques, expression que je reprends au professeur Arnaud Pierre, qui lui-même donc reprend une image du futuriste Prampolini. Cette iconographie, comme l'expérience sensorielle du spectacle, était propice pour ces artistes à l'émancipation de la conscience vers la connaissance intuitive du mystère de la vie, qu'il soit lumière ou mystère des origines. Ainsi, le Black Gay Theatre de Pine et de Tambellini s'apparente à un seuil symbolique. Cette idée de gate, donc de portail, c'est un seuil symbolique au-delà duquel s'aventurent les mavericks de l'espace, de l'inner et de l'outer space, pour reprendre la terminologie de l'époque alors à la mode. C'est ce qu'exprime Aldo Tambellini en ces termes, je le cite, « Black est un état par lequel on est aveugle et plus conscient. Black
et l'expansion de la conscience dans toutes les directions. C'est donc à ce titre que les activités de Pine et de Tambellini furent indexées dans l'ouvrage de Gene Youngblood consacré à l'Expanded Cinema et paru en 1970. Je cite Youngblood, lorsque nous parlons de cinéma élargi, nous signifions conscience élargie. Pour Youngblood, l'élargissement de la conscience débouchait sur, je le cite à nouveau, une conscience océanique dans laquelle nous sentons notre existence individuelle se perdre dans une union mystique avec l'univers. Donc pour Gene Youngblood, l'instrumentalisation de la technologie, la multiplication des projections avait pour fonction essentielle de stimuler cette activité d'éveil, éveil de l'imagination, éveil de la conscience. Seuil symbolique, le Blackgate Theatre était bien un espace réel, situé au premier étage du cinéma du Gay Theatre, donc un cinéma underground, tenu par Elsa Tambellini et localisé donc à l'angle de 2nd Avenue et de 10th Street dans le Lower East Side. Le Blackgate Theatre est décrit, donc ici vous voyez le lobby aussi du Blackgate Theatre, il est décrit par Elsa Tambellini comme un electromedia theatre et par Otto Pine comme un light theatre. Donc si théâtre il y a, puisque la référence est au théâtre, celui-ci est le résultat d'une reconfiguration de l'espace scénique au profit d'un environnement immersif et lumineux. Ce que je voudrais assez brièvement évoquer, c'est que Otto Pine donc s'exprime sur ces ballets de lumière qui donneront lieu à Proliferation of the Sun, mais s'exprime aussi dès 1960 en Allemagne sur la crise du théâtre. Donc il y a de très nombreux débats sur la situation du théâtre. Et pour Otto Pine, la crise du théâtre est une crise de l'architecture des théâtres. Et donc, par cette critique, il était parfaitement en phase avec la phalange formée par les dramaturges et les architectes d'avant-garde qui prônaient donc l'abolition des conventions scéniques et rigides, autrefois définies par le théâtre à l'italienne. Donc, à rebours de la fixité des espaces, de la frontalité de la représentation, de l'insurmontable clivage entre la scène éclairée et les spectateurs isolés dans la salle, condamnés à l'immobilité, il s'agissait donc de briser la distanciation entre scène et salle, entre le lieu de l'action et le lieu de la réception, afin que le théâtre redevienne, par un dispositif d'immersion, le lieu de la réconciliation de la communauté et de l'action. C'est dans un texte de l'année 1960, de janvier 1960, précisément avoir dûment critiqué la situation théâtrale contemporaine, qu'Otto Pine imagine deux situations idéales pour présenter donc son ballet de lumière, à savoir soit la projection sur un dôme hémisphérique entièrement et perpétuellement animé de jeux de lumière, soit dans l'immensité du ciel nocturne. Sans doute partagea-t-il ces réflexions avec l'artiste italien Piero Manzoni, qui lui rend visite à Düsseldorf à l'été 1960, puisqu'à son retour à Milan, Manzoni écrit à Pine, je cite, « Je suis enthousiaste des choses que j'ai pu voir chez toi et chez Mac et des discours qu'on a pu faire. » Dans la foulée, au cours de l'été 1960, Manzoni s'attelle à ce que vous voyez ici, c'est-à-dire un projet de théâtre pneumatique baptisé Placentarium, qui s'inscrivait dans sa lignée des Corpidaria. Ce projet était destiné à être publié dans la 3e livraison de la revue Zéro, dont la parution initialement prévue pour l'automne 1960 fut reportée au mois de juin de l'année suivante. Et donc, ce que vous pouvez... donc ça, c'est une reproduction plus tardive. Ici, vous avez donc une copie donc, de la page de 03 en 1961, avec en haut, à droite, le commentaire « Placentarium, théâtre pneumatique pour ballet de lumière et de gaz, etc. Membrane en plastique, argentée à l'extérieur, blanche à l'intérieur, maintenue par une pression pneumatique. Les individus sont totalement isolés et complètement immergés dans le spectacle. Ce dispositif jouait la sphère contre le cube. La sphère, en faisant éclater la boîte cubique de la salle traditionnelle, son dispositif optique illusionniste, la sphère reformule les conditions de l'expérience par l'ouverture de l'espace à une perception globale, multidimensionnelle et décentrée. Peut-être Otto Pine ou Manzoni avait-il eu vent des projections lumineuses de Jordan Belson lors de la présentation de ses Vortex Concerts au planétarium de l'Expo 58 à Bruxelles
dans le cadre des Journées internationales de musique expérimentale. Car enfin, le placentarium de Manzoni, double inversé du planétarium, était bien imaginé comme un cocon matriciel, clos sur lui-même, où le spectateur aurait retrouvé une position fœtale, prénatale, comme l'exprime Manzoni dans sa correspondance avec Pine. Alors on a deux projets. Le projet A, par sa silhouette ovoïde, renchérit davantage sur l'imaginaire utérin, alors que le projet B, sphérique, se réfère explicitement au satellite Spoutnik, dont Manzoni avait envoyé une photographie à Autopine à la sortie de ce commentaire, je cite, « Le théâtre aura le même aspect ». Donc ici, une maquette du placentarium avec Manzoni derrière, et à droite, une vue du satellite Spoutnik. Les dessins de Manzoni convoquent enfin une mémoire architecturale, un ensemble de références visuelles, parmi lesquelles, je passe rapidement, le théâtre total de Walter Gropius, le théâtre sphérique d'Andor Weininger de 24, tous les deux qui ont été élaborés dans l'orbe du Bauhaus, mais aussi plus récemment le théâtre spatiodynamique de Nicolas Schoeffer. Toutes ces références avaient pour horizon commun l'idéal d'une expérience totale, immersive, afin, je cite, d'entraîner le spectateur au centre de l'action sphérique, qu'il ne fasse plus qu'un avec l'espace où l'action se déroule, et que n'étant plus abrité par le rideau, il ne puisse y échapper, comme le notait déjà Walter Gropius à la fin des années 20. Cette généalogie entre le théâtre total du Bauhaus et donc les projets de l'Expandod n'a pas échappé non plus à l'analyse pénétrante de Judd Yalcott, qui est l'un des pionniers de l'art vidéo, et qui, dans son article Understanding Intermedia, paru dans Arts Magazine en mai 1967, remarquait, je cite Yalcott, « Le concept de théâtre total incarné par la tendance de l'intermédia n'est pas nouveau ». Il cite ensuite les projets de Walter Gropius, et il poursuit, « S'il est vrai que l'esprit peut transformer le corps, il est tout aussi vrai que la structure peut transformer l'esprit. » Relégué dans des cartons, donc le décès précoce aussi de Manzoni, le placentarium de Manzoni et de Pine n'était qu'une chimère comparée, donc, par exemple, à une expérience réalisée qui est le Movie Drome de Steve Van Der Beek, qui est réalisé lorsque Pine arrive à New York. L'arrivée à New York d'Otto Pine en 1965, sa rencontre avec Aldo Tambellini et le cercle d'artistes qui gravitent autour de la galerie Howard Wise, puis l'épisode du Black Cat Theatre en 1967. Donc, tous ces événements cristallisent une inflexion McLuhanesque dans l'œuvre d'Otto Pine. Pour le dire autrement, à la réflexion au départ vraiment théâtrale d'Otto Pine, à sa mystique solaire et aussi goethéenne, comme j'examine dans ma thèse, s'agrègent désormais de nouvelles références qui sont gouvernées par l'utopie de la communication. Il s'agit désormais de favoriser la transmission simultanée de cet événement lumineux au plus grand nombre et par le biais du médium télévisuel. Dans Proliferation of the Sun, le terme prolifération recouvre deux acceptions au moins pour Otto Pine. Il est d'une part synonyme d'intensification et d'autre part d'expansion. Intensification du théâtre énergétique par la multiplication des stimuli, expansion spatio-temporelle du rayon lumineux qui le conduit à envisager un art télévisuel avec Aldo Tambellini. Je cite Aldo Tambellini, « Après tout, la télévision est en fait une image faite de lumière qui voyage à travers le temps et l'espace. » Ces deux paramètres, c'est-à-dire l'intensification et l'expansion, sont conjugués dans l'œuvre Blackgate Cologne, ein Lichtspiel, donc un jeu de lumière, qui est donc une œuvre conjointe de Tambellini et de Pine, réalisée en public lors de 2 soirées en août 1968 dans les studios de la chaîne de télévision allemande la WDR. Blackgate Cologne fut diffusée sur WDR 3 le 26 janvier 1969. Dans l'histoire de la vidéo, il s'agit de la première production d'artistes travaillant avec une chaîne de télévision publique et bénéficiant de ce fait de l'appui technique des équipes en place. Alors, c'est difficile de parler d'une œuvre qui dure 47 minutes avec que quelques images. Ce qu'il faut voir, c'est que véritablement, cette œuvre, Blackgate Cologne, synthétise toutes les contributions précédentes de Pine et de Tambellini au sein du Blackgate Theatre. C'est-à-dire qu'on retrouve cette performance lumineuse avec une participation active du public que vous voyez ici, qui aide à la mise en place de sculptures pneumatiques d'Otto Pine. On a des projections aussi de diapositives sur 4 écrans
donc des diapositives de Pin et de Tambellini, projection également des précédents films de Tambellini, diffusion sur des moniteurs d'un montage d'extraits télévisés, intensification progressive de l'expérience, puisqu'au départ, on a une harmonie qui est plutôt planante et qui s'efface progressivement devant une atmosphère anxiogène générée par la stridence du son et par des images de l'actualité violente et tragique, notamment des images de l'assassinat de Kennedy, d'émeutes raciales, de l'enterrement de Martin Luther King. Donc tout cela se donne en public dans les studios, et la performance, c'est-à-dire à la fois les appariteurs, le public, les images, les techniciens, tout cela est filmé par 5 caméramans qui sont présents dans le studio, qui vont vraiment jouer sur les plans rapprochés, des zooms optiques soudains, des éloignements, des mouvements de caméra, des effets flickers, et l'ensemble de ces informations transmises par les caméras sont mixées en temps réel par la régie en studio pour obtenir une bande vidéo qui sera ensuite rediffusée. Donc un dispositif assez complexe. Ce qu'il faut voir, c'est donc que le spectateur qui est derrière son écran, quand vous voyez donc cette pièce, perçoit donc dans un crescendo audiovisuel et émotionnel un chaos d'images grouillantes, une superposition de transparence lumineuse. Le spectateur est bombardé, saturé par ce flot d'images mixées sur un fond sonore exaspérant, et donc le spectateur est autoritairement emporté, sommé d'adhérer à ce spectacle énergétique, à moins d'abdiquer donc en changeant de chaîne. L'intensité acméique de Blagey-Cologne s'apparente à une expérience de défamiliarisation ou toujours de blackout, pour reprendre le terme de Tambellini. Je cite Tambellini. D'accord. Tambellini, donc blackout. L'homme n'a pas besoin de ses yeux pour fonctionner avec 13 milliards de cellules dans son cerveau. Donc, l'idée, c'est que donc, cette surcharge de stimuli va court-circuiter le jugement du spectateur afin donc d'ébranler ses certitudes et donc d'ouvrir toujours sa conscience, d'ouvrir son imagination. Quelques points avant de conclure, c'est qu'on est toujours dans une continuité avec l'approche des avant-gardes, cette idée finalement que pour transformer le monde existant, il faut aussi donc transformer le régime d'expérience sensorielle. Et à ce moment-là, finalement, Nouvelle Société, c'est une société qu'ils envisagent, celle de l'homme spatial. Je cite Otto Pin, l'homme volant, le flying man, a besoin de sens intelligents. Et c'est à ces organes-là que nous nous adressons. Donc tout le propos de ces œuvres, c'est vraiment une sorte de training des sens pour acclimater donc l'homme aux nouvelles données de l'ère spatiale, dont le propre finalement est de complètement bousculer les repères anthropocentrés de l'homme. Donc le grand slogan de Pin, c'est « We are the primitives of a new era », donc nous sommes les primitifs d'une nouvelle ère. Et donc la télévision rend possible alors cette adresse au sein à l'humanité rassemblée au sein du village global. Donc j'avance pour des questions de temps et je suis désolée de ne pas être dans les temps. Ce qui m'intéressait de voir, c'est aussi comment la télévision finalement est une forme de nouveau théâtre. Ce que Nan Pin, la compagne d'Otto Pin, exprime, elle parle de la télévision comme d'un théâtre quasi perpétuel. La télévision va pouvoir s'adresser pour ces artistes-là à l'ensemble de l'humanité du village global. Elle a une vocation communautaire, alors qu'on voit souvent à ce moment-là la télévision comme un repli de l'individu seul sur son sofa face à l'image. En résumé, la réflexion sur la projection lumineuse, telle qu'elle se manifeste dans les œuvres intermédiaires de Pin et de Tambellini, repose donc sur un dispositif hybride, caractérisé par sa force subjective. Au cœur de ce théâtre énergétique, la projection lumineuse était garant de la conquête affective et sensorielle du spectateur, immergé au cœur de l'événement vibratoire, afin de le mettre au diapason de cette nouvelle ère spatiale. Tambellini écrit « Notre implication créative avec la télévision doit commencer dès maintenant, afin que l'énergie électronique de la communication donne naissance à de nouvelles visions. Nous allons être confrontés à des réalités que les astronautes et les scientifiques considèrent comme faisant partie de notre vie. » Donc, au-delà de ces utopies technognostiques, il reste à explorer plus en profondeur la relation qui se trame entre les sujets et les dispositifs de projection, puisque c'est cette relation qui, en dernière instance, relève du politique. Merci.